Est-ce qu'on peut démarrer en représentant un petit peu l'hypnose? Vous faites beaucoup de recherches avec cette idée aussi de redéfinir Oui. ce qu'est l'hypnose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est vrai que l'hypnose, c'est un mot, dès qu'on le dit, les gens. Alors, tu sais, ça fait partie de ces mots. Tu dis à quelqu'un, je fais de l'hypnose, il va souvent avoir un a priori sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Et les gens vont être capables de dire, j'y crois pas. Mais il n'y a aucun autre domaine, à ma connaissance, on est capable de dire qu'on ne croit pas en quelque chose sans du tout savoir ce que c'est. Tu vois, si demain tu as quelqu'un qui te parle de physique nucléaire, tu vas pas lui dire, moi j'y crois pas. Tu vas peut-être demander ce que c'est, à la limite, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait. Mais l'hypnose, les gens ont des a priori, ils croient connaître alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Mais il se trouve que c'est un objet qui a été étudié par la science depuis assez longtemps, avec des hypothèses au début fausses. On a pensé à un moment que c'était du magnétisme, même bien avant. Après, on a eu l'impression que c'était un état, l'hypnose, et longtemps ça a été défini comme un état de conscience. On était même persuadé au début de l'imagerie cérébrale qu'on allait voir comment le cerveau allait s'allumer d'une certaine façon, entre guillemets, en hypnose. On en est revenu, il n'y a pas d'état d'hypnose au sens physiologique du terme, en tout cas pas quelque chose de stable et de reproductible d'une personne à l'autre. Et aujourd'hui, on commence à laisser tomber ces anciennes définitions de l'hypnose, et il y a des scientifiques, et on essaie de travailler avec notre laboratoire aussi sur ça, qui proposent de nouvelles définitions. Notamment l'idée que l'hypnose n'est pas un état, mais une matière à part entière. Une matière qui essaye de comprendre comment fonctionnent les modifications de l'état de conscience, et de répertorier les outils pour agir sur l'état de conscience. En gros, c'est la science de la subjectivité, l'hypnose. C'est comment comprendre l'assemblage subjectif d'un individu, et comment comprendre les outils pour agir avec cet assemblage, et donner à la personne la possibilité de modifier son assemblage. Génial. Et avec cette vision plus globale de l'hypnose, finalement, quelle voie est-ce que ça ouvre? À quoi est-ce que ça peut servir concrètement, cette hypnose-là, ces recherches, ces processus, cette science de la subjectivité? À quoi ça peut nous servir? Ben, tu sais, on est dans une société où la plupart des sciences qui ont énormément évolué sont des sciences de l'objectivité, du reproductible. Voilà, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit évidemment même les mathématiques. Mais on a vraiment laissé de côté l'humain. Même la psychologie a voulu aller du côté des sciences dures quasiment, en s'inspirant de quelque chose d'extrêmement scientifique au sens classique du terme. Et pourtant, la psychologie, je pense, aurait dû s'intéresser à l'être humain individuel, à qui tu es toi en tant qu'être humain, à qui je suis moi en tant qu'être humain, à comment on se construit chacun. Et ça a été assez peu ça, finalement. Et du coup, il nous manque pas mal de choses autour de ça. Et je pense que l'hypnose fait partie de ces disciplines qui reposent la question de l'humain dans son individualité. Et en essayant de comprendre comment un humain se crée, comment une identité se crée, comment se crée un ensemble de comportements, de valeurs, de sensations, d'émotions, eh bien on vient questionner le fonctionnement inconscient. On sait tous qu'on a une grande part de notre vie qui est gérée inconsciemment, et l'hypnose, c'est un moyen d'investiguer ça, c'est un moyen d'amener quelqu'un à aller rencontrer sa part inconsciente en fait. Super. Et aujourd'hui, l'hypnose, il y en a une certaine expérience avec. On a l'hypnose de spectacle, on a l'hypnose qui est utilisée par la médecine, tu en parlais tout à l'heure, l'hypnothérapie, etc. Et finalement, c'est des champs qui peuvent être beaucoup plus vastes que ça. Je pense, oui. Tu as parlé par exemple de cours de cerveau, il pourrait y avoir vraiment des apprentissages beaucoup plus peut-être profonds dans ce cadre-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses, ou est-ce que ça peut nous emmener finalement cette pratique-là? Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir en fait dans tout ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on essaie de comprendre un peu mieux comment l'être humain fonctionne, comment il va se créer ses comportements, ses réactions, on peut aussi lui apprendre à ouvrir des champs de possibles. L'hypnose, c'est un outil qui peut être utile en pédagogie. Je pense vraiment qu'à un moment donné, apprendre à un enfant par exemple comment il fonctionne, c'est la base de plein de choses. Tu vois, c'est étonnant, mais à l'école, je pense qu'on a tous fait le coup, tu sais, je pense qu'on t'a dit concentre-toi par exemple. Mais est-ce que quelqu'un t'a dit comment faire? Ou alors, je sais pas, et même dans des cours, un cours de dessin, bah tiens, développe ta créativité. Comment je fais pour développer ma créativité? Ou un enseignant qui te dit apprends. Comment tu fais pour apprendre? Mémorise. On ne sait pas, en fait. Voire même, je sais pas, un enfant a un examen, puis tout d'un coup il est stressé, puis il va y avoir quelqu'un qui dit oh, mais tu sais, c'est pas nécessaire de stresser. Ça ne changera rien pour cet enfant-là. Il nous manque un aspect hyper important, qui est pourtant c'est que du bon sens. C'est apprendre à un être humain, et si possible dès l'enfance, comment ça fonctionne une émotion, comment ça fonctionne un comportement, comment fonctionne notre cerveau en fait, c'est comment on retient, comment on apprend, comment on mémorise, comment on se concentre, c'est quoi le stress, comment on l'amplifie ou le réduire, comment faire un bon stress quand c'est intéressant. Ça, c'est des choses qu'on devrait tous apprendre, je sais pas, au CP dans l'idéal. Comme les gens ne l'apprennent pas, ben en grandissant, en devenant adulte, parfois ils se trouvent face à des murs. C'est par exemple, j'ai une peur, cette peur je l'ai depuis longtemps, et puis aujourd'hui elle handicape ma vie. Et du coup, un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va amener cette personne à essayer d'aller voir comment elle est cette peur, à quoi elle sert, d'où elle vient, est-ce qu'elle a un but, comment est-ce qu'on peut peut-être la transformer, la dépasser, s'en libérer.
Mais on est obligé de faire ce travail-là parce qu'il n'a pas été fait avant. Donc voilà, l'éducation, c'est un des endroits où ça pourrait se développer. Après, il y a plein d'autres métiers. Les éducateurs, par exemple, aussi, pour travailler sur le développement d'un adolescent, c'est hyper intéressant qu'ils apprennent ça. Qu'est-ce que c'est, à un moment donné, être perdu dans sa vie? Comment on trouve une passion? Comment on gère des colères? Comment on gère des moments de trouble dans la vie? Longtemps, on a cloisonné ça à un côté médical-thérapeutique. C'est une petite fraction des applications, mais il y a plein d'autres champs d'application dont cela. Excuse-moi. Non, j'allais dire un truc, c'est pour la création artistique, par exemple. Oui. Il y a un paradoxe, on vit dans une société où on apprend à personne comment modifier son état de conscience, mais toutes les œuvres qui nous ont inspiré, tout ce qu'on a appris à l'école, que ce soit la poésie, la littérature, la peinture, etc., a été produit par des gens qui connaissaient les états de conscience modifiés. Et qu'on vit dans une culture qui est le produit de ça, et pourtant on ne l'apprend jamais, c'est un paradoxe. Et cette exploration individuelle, j'ai l'impression qu'elle peut... Finalement, quand on parle de ça de manière globale, parfois on a cette idée reçue en hypnose qu'il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres non. Oui. Mais on voit bien quand on parle de ça, tout le monde vit constamment ces états de conscience modifiés. Tout le monde les utilise consciemment ou inconsciemment, ou les subit si il n'y a pas eu justement d'apprentissage, etc. C'est de ça dont on parle. Alors, par rapport à ça, tu sais qu'il y a des études qui ont montré qu'en fait, tout le monde était hypnotisable. À une époque, pour montrer, quand on pensait que tout le monde n'était pas hypnotisable, il y avait des tests qui étaient basés sur ce qu'on appelle les échelles d'hypnotisabilité. C'est-à-dire qu'on faisait passer des tests aux gens avec des exercices hypnotiques, du plus basique au plus complexe. Donc c'est un peu l'échelle, on commence par des choses très simples. Et quand je dis des choses très simples, ça peut être par exemple avoir une sensation de détente, des choses comme ça. Puis on va vers des choses un peu plus compliquées, avoir un bras qui bouge tout seul, des choses un peu plus compliquées encore, l'anesthésie. Et voir des choses très complexes comme avoir une hallucination visuelle parfaite. Et donc on a mesuré la capacité que les gens avaient de résoudre ces demandes, en fait, ces suggestions, et de vivre ces expériences de plus en plus fortes. Et du coup on a noté l'hypnotisabilité des gens, entre les gens qui étaient faiblement hypnotisables parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des exercices plus complexes, et des gens très fortement hypnotisables qui arrivaient à avoir ces expériences très fortes. Et c'est vrai que si on prend 100 personnes et qu'on leur fait faire le même exercice, on aura des personnes qui ont du mal à rentrer dedans, des personnes qui vont rentrer moyennement dedans, et des personnes qui vont rentrer très fortement dedans. On a tiré de ça l'idée qu'il y avait des gens pas hypnotisables. Et puis il y a eu des gens qui se sont dit, mais c'est biaisé, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, il y a deux réflexions qu'on peut avoir par rapport à ça. Imagine qu'un scientifique un jour dise, je veux mesurer la capacité que les gens ont à rentrer dans un film au cinéma. Du coup, on va prendre 100 personnes, on les met dans une salle, on leur projette un film, et on mesure ceux qui sont rentrés dans le film ou pas rentrés dans le film. On se dirait tous que c'est absurde, non? Parce qu'on se dit, mais attendez, ça dépend du film. Et puis ça dépend peut-être de l'humeur des gens. Et puis ça dépend de ce qu'ils ont fait dans la journée. Et puis peut-être que si on montre un film d'action à quelqu'un qui aime bien les films d'auteur, c'est normal qu'il ne rentre pas dedans. Mais on ne mesure pas sa réceptivité au cinéma, on mesure la réceptivité à ce film, à cet instant-là de sa vie. Et tu vois, quand on compare ça, on se dit que c'était biaisé, ces études sur l'hypnose. Et il y a des gens même qui se sont dit, peut-être que si on prépare les gens, ça marche. Et du coup, ils ont inventé des exercices d'entraînement à l'hypnose, et ils ont refait passer les tests. Et là, on s'est aperçu que... alors, j'ai plus les chiffres des études de base en tête, mais grosso modo, je simplifie un peu. Dans les études anciennes, on avait 20% de gens assez peu hypnotisables, 60% de gens moyennement hypnotisables, et puis 20% de gens très fortement hypnotisables. Donc, tu vois, c'est ça qui donnait l'impression que certaines personnes n'étaient pas très hypnotisables, ces 20% notamment. Et quand on a préparé les gens, quand on leur a appris, quand on a utilisé des petites mises en scène, en fait, c'est tombé à des chiffres complètement différents. 73% des gens arrivaient à avoir des très fortes réactions hypnotiques, ce qui est énorme, et 27% des moyennes réactions hypnotiques. Ça veut dire que 0% n'avait aucune réaction hypnotique. Donc on en déduit quand on fait ça que tout le monde peut vivre l'hypnose, et même à des degrés assez forts, et l'expérience reste courte, c'est-à-dire que le temps d'entraînement des gens n'était pas élevé, hein, ils n'ont pas passé 15 heures à s'entraîner à l'hypnose pour atteindre cet état-là. Donc on peut tous l'atteindre, on peut tous s'y entraîner. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et donc, souvent, l'hypnose est utilisée de manière individuelle pour aller éclairer des espaces ou pour rentrer en lien avec l'inconscient, etc. On connaît aujourd'hui les bienfaits de l'hypnose. Est-ce que tu penses qu'on peut aller plus loin et que l'hypnose pourrait aussi nous amener à un niveau collectif, sociétal, à amener des éclairages hyper intéressants ou de nouvelles manières d'interagir, de vivre, etc. Alors moi, j'en suis vraiment persuadé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis, l'hypnose est souvent utilisée. J'ai une problématique, je vais voir quelqu'un pour m'aider. En fait, un peu comme toutes les formes d'accompagnement, de coaching, voire de psychothérapie. J'ai par exemple, en ce moment, je traverse un deuil, je vais voir quelqu'un pour m'aider à traverser ce deuil. Ou je veux arrêter de fumer, je vais voir quelqu'un pour m'aider à arrêter de fumer. Bon, c'est très bien, et je trouve que ça répond à plein de demandes, à plein de difficultés que les gens peuvent vivre dans leur vie.
Mais c'est vrai que si on amène aux gens une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, je pense que ça peut aller plus loin que ça. Déjà, on est dans une société qui nous éduque un petit peu à toujours vouloir être mieux de plus en plus, etc. Et c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que si on ne fait que ça, il me semble que ça peut donner aussi l'impression de courir après une sorte d'idéal de perfection ou de dépassement de soi qui me semble pas être la seule aspiration de l'humain en quelque sorte. C'est pourquoi pas, dans certains cas. On imagine bien qu'un type, je sais pas moi, qui passe toute sa vie à s'entraîner à la course à pied pour les Jeux Olympiques, et bien il a un objectif de performance et ça peut être très noble. Mais il me semble que pour beaucoup d'êtres humains, la performance, c'est peut-être pas l'essentiel non plus. Par contre, la connexion à soi, la compréhension de l'autre, la découverte de ce qui nous unit au-delà de nos apparences, il me semble que ça, dans d'autres états de conscience, on s'en rend compte. Le travail des états de conscience, dans beaucoup de cultures anciennes et traditionnelles, c'était un liant dans la société. On allait partager des états de conscience pour s'ouvrir à l'autre, pour sortir de l'individu, de l'individualité, aller rencontrer la multiplicité, aller rencontrer la subjectivité de l'autre. Et souvent, ces expériences, alors je caricature un peu, mais on imagine ces cultures où au coin du feu, il y avait un chaman qui allait raconter une histoire et hypnotiser un petit peu tout le monde. Eh bien, ça avait un vrai facteur de lien social, tout ça, qu'on a un peu perdu. Et je pense que quand l'hypnose retrouve aujourd'hui cette fonction-là, bah peut-être qu'elle peut accompagner des changements de société, des changements de relations. Enfin, il y a beaucoup de perspectives autour de ça. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on vit dans une société qui, en Occident en tout cas, qui s'est construite sur l'objectivité, avec l'héritage des Lumières, etc., l'esprit, le fameux esprit cartésien, en tout cas l'interprétation qu'on en a fait. Et c'est vrai qu'il y a un peu une perte de repères, ou en tout cas des choses desquelles on s'est coupé, on s'est relié à d'autres choses avec les évolutions de la science, etc. Mais il est peut-être temps justement de rouvrir ces espaces et de faire des liens entre les deux. Et j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur avec l'Arche, en mêlant, en ayant vraiment une ouverture pluridisciplinaire et pour aller explorer de nouveaux territoires ensemble. C'est ça, et puis en essayant de sortir de tous les dogmes qui peuvent exister aussi, de se dire... Parce qu'en fait, un esprit scientifique, c'est de douter avant tout. Mais un beau doute, un doute positif. Descartes, c'était ça à la base. Je ne suis pas sûr qu'il était si cartésien que ça, Descartes, mais il y a quelquefois des choses assez étonnantes. Mais en tout cas, il y a cette idée du doute. Et moi, je la trouve très belle. Mais tu vois, même chez Descartes, par exemple, Descartes était un dualiste. Pour lui, il y avait séparation corps-esprit. Ça reste un dogme, on n'en sait rien en fait aujourd'hui. C'est une possibilité parmi plein d'autres. Aujourd'hui, on est dans un dogme scientifique de matérialisme avec l'idée que corps et esprit sont qu'une seule et même chose. Peut-être que c'est vrai, mais c'est encore un autre dogme. Et je trouve que c'est intéressant quand on est dans une perspective d'ouverture de se dire tout ça, ce sont des théories. On n'en sait rien, en fait. Ce qui est peut-être génial, quelque part, de ne pas en savoir quelque chose. Allons les explorer sans aucun a priori. Allons voir comment, dans plein de traditions différentes, on a essayé de trouver des réponses à ça, comment il y a des points de vue différents. On a une époque où on peut très facilement communiquer avec tout le monde. C'est-à-dire que quand il y avait des cultures un peu enfermées dans un certain dogme, ça pouvait se comprendre de vouloir garder une vision, de transmettre une tradition quelquefois un peu fermée, qui était figée. On est dans une époque formidable où tout le monde peut discuter et où on peut sortir des choses un peu figées, justement. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec l'hypnose, et par rapport à l'époque dans laquelle on est, c'est qu'on peut, je crois, aujourd'hui, facilement appréhender les choses avec énormément d'ouverture. Là où il n'y a pas si longtemps que ça, dans nos cultures, c'était interdit de penser à autre chose que le dogme. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut dire, voilà, moi je crois ça, puis je peux essayer de le montrer, je peux être de bonne foi, essayer d'étudier une théorie, d'étudier ma thèse. Et ça fait énormément progresser le savoir et la connaissance. Donc je trouve qu'on vit une époque passionnante pour ça, en fait. Et pour avoir échangé avec toi, j'ai l'impression que vous êtes tué, et avec l'Arche, vous êtes au cœur un peu de cette exploration-là, vous êtes un peu des pionniers à aller découvrir de nouveaux territoires, et c'est vraiment d'ouvrir, de redéfinir l'hypnose, etc. Et souvent, on s'intéresse finalement au passé de l'hypnose, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, ou au présent, quels en sont les bénéfices. Mais toi, comment tu vois l'avenir de l'hypnose? Comment tu envisages ça? À mon avis... En fait, peut-être juste pour préciser, c'est vrai que moi je m'occupe d'une école d'hypnose, mais on a la particularité d'avoir un centre de recherche. Et dans ce centre de recherche, on travaille avec des scientifiques de plein de milieux différents. Psychologie cognitive, psychologie sociale, des neurosciences évidemment, de la phénoménologie du côté de la philosophie aussi, ethnologie, etc. On essaie de regrouper tout ça. Il y a un modèle d'inspiration qui est l'école de Palo Alto, il y a un peu plus d'une 50aine d'années, où des disciplines ont enfin parlé ensemble, linguistique, psychothérapie, anthropologie, et ça a donné un foisonnement dont on est les héritiers aujourd'hui avec toutes nos méthodes. Et on se dit, ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ce foisonnement-là? Et on essaie de rassembler ces disciplines-là. Et du coup, il me semble que la direction qui est en train d'être prise, c'est que
c'est pas tant l'hypnose au fond qui est intéressante, mais l'étude des états de conscience. L'hypnose, c'est un moyen. Alors c'est un moyen qui est génial, parce qu'il est multiple, parce qu'il est très riche, mais qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? C'est de sortir de l'état de conscience ordinaire. Pour définir un peu ça, il me semble qu'on se forge très tôt dans notre vie des routines et des habitudes, et que du coup, on se met une sorte de masque. La personnalité, ça vient un peu de cette idée du masque qu'on va revêtir. Et on finit par s'identifier à ce masque. Quand on dit « je », quand on dit « moi », c'est de ce masque dont on parle. Mais quand on change d'état de conscience, ce masque, on le pose et on se rappelle que c'était qu'une petite facette de nous-mêmes. Elle est chouette peut-être, elle est bien, peut-être qu'on peut l'aimer, ou à la limite ne pas l'aimer, mais c'est pas nous, en fait. Cette identification est une erreur. C'est un peu comme un comédien qui finirait par croire en son rôle. Il a fusionné avec le masque, mais il faudrait que quelqu'un lui dise « attends, ce n'est qu'un masque, c'est ton rôle, c'est pas toi ». Et je crois que l'étude des états de conscience, elle nous reconfronte à ça, à notre multiplicité. C'est pas toujours confortable de poser ce masque, surtout dans nos sociétés où l'apparence est très travaillée, ce qui est bien, mais c'est aussi un piège quelquefois. Mais quand on amène les gens à ça, à cette liberté-là, et qu'ils tout d'un coup s'aperçoivent que c'est tellement vaste en fait ce qui se passe à l'intérieur, c'est tellement grand, c'est tellement plein de surprises, eh bien il y a une aventure qui commence en fait. Et je crois que l'aventure humaine qui est en train de se dessiner autour de ça, c'est cette exploration des états de conscience. On va redécouvrir des choses qu'on connaît depuis longtemps, je crois. Peut-être aussi qu'on ira plus loin et qu'on va passer un cap aussi dans tout ça. Et dans cette exploration, une des voies que vous pratiquez, vous proposez, dans laquelle vous êtes aussi très acteur, c'est l'auto-hypnose. Oui. C'est cette capacité que les gens ont à aller justement activer certains états de conscience ou à aller finalement explorer cette subjectivité. Et tu parlais tout à l'heure un peu d'un continent intérieur à aller découvrir et explorer. C'est peut-être aussi l'une des pistes je pense aussi, oui. Pour l'hypnose. En fait, ce qui est bien avec l'auto-hypnose, c'est que tout d'un coup, les gens peuvent s'apercevoir qu'ils sont autonomes dans tout ça. L'hypnose a souvent souffert d'une image où on pensait que l'hypnotiseur prenait une sorte de contrôle sur l'autre. Et c'est vrai que si on a cette image-là, déjà ça donne pas envie, je trouve que c'est pas très sexy quand même de dire tiens, quelqu'un va prendre le contrôle de moi. Et évidemment, c'est pas ça, hein, mais les spectacles notamment donnent cette image-là de « dormez, je le veux » ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'hypnose, c'est l'inverse. C'est donner à quelqu'un des outils, des astuces, des directions pour qu'il puisse explorer son intériorité. Et du coup, si on pense ça, il y a une auto-hypnose qui est possible. J'ai pas besoin forcément de quelqu'un d'autre. Je peux avoir besoin d'indications, de méthodes, d'un plan en fait, d'une carte. Et une fois que j'ai cette carte-là, je peux explorer. Et je pense que l'auto-hypnose, c'est une tentative de donner aux gens une carte et une boussole pour explorer leur inconscient. C'est une exploration qui est intense, qui est très riche, je suis pas sûr qu'il y ait des limites à ça. Je crois pas avoir rencontré un jour quelqu'un qui me dit « je crois que j'ai fait le tour de mon inconscient ». Enfin, peut-être, hein, ça serait chouette d'un jour rencontrer ça, mais je ne crois pas. Mais c'est une formidable aventure humaine en fait, parce que c'est tout d'un coup l'inverse de ce que notre société nous propose. Je vous disais tout à l'heure, elle peut nous figer, elle peut avoir cette tendance-là, cette société actuelle, à nous dire on voudrait qu'une personne soit un peu continue dans le temps, on aimerait qu'une personne soit stable dans le temps. Tu vois, ça met déjà pas toujours les gens à l'aise quand quelqu'un change de métier ou de vie, il y a des résistances autour de ça. Je le vois en accompagnant des gens en accompagnement personnel, que parfois c'est pas simple ça. Mais tout d'un coup, là, on prend le contre-pied. C'est ce que je suis est profondément libre, et je veux redécouvrir cette liberté. Qu'on avait peut-être en tant qu'enfant, qu'on a un peu oublié quelque part, et qu'on peut redécouvrir avec tout ce qu'on a appris en tant qu'adulte. Et je crois qu'il y a beaucoup de voies d'exploration, de développement personnel qui ont proposé ça, hein, mais il me semble que l'hypnose, elle est assez adaptée à notre société d'aujourd'hui aussi pour ça. Et quelqu'un qui viendrait un peu s'approprier ces outils, ces pratiques, s'entraîner, explorer ce territoire-là par l'auto-hypnose, finalement, à quoi est-ce qu'il pourrait avoir accès? Et cet individu-là, mis dans un collectif qui aurait également cette aspiration-là et cette connaissance, finalement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Sur quelle porte ça pourrait ouvrir? Ah, il y en a plein. Déjà, je pense que pour soi, c'est sortir de pas mal d'illusions possibles, de croyances, de choses un peu fermées, quelquefois de limites, de peur, évidemment. Donc il me semble que c'est un outil qui nous permet d'accéder à une très grande liberté. Liberté dans le sens d'une plasticité intérieure, quelque part. Après, ça dépend un peu de la vision qu'on a. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont dire, peut-être qu'on va devenir qui on est vraiment, peut-être un peu comme s'il y avait une forme intérieure qui était juste recouverte de plein de scories, de choses un petit peu... C'est un peu les métaphores du sculpteur qui va faire émerger la forme dans le bloc de marbre ou quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui vont penser qu'on forge qui on est, et puis que ça se construit, qu'il n'y avait pas rien qui était déterminé. Mais dans un cas comme dans l'autre, en tout cas, je pense que c'est le genre d'outil qui nous libère d'un certain conditionnement. Après, évidemment, s'il y a beaucoup de gens qui commencent à vivre ça, je pense que ça peut donner une sorte de masse critique de changement dans une société, quelque part.
Tu vois, j'ai l'impression que cet oubli de soi, il amène à énormément d'insatisfaction, voire de violence quelque part. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir un très fort inconnu intérieur et peut-être même un vide intérieur, parce que quand on est toujours tourné vers l'extérieur et qu'on ne prend pas soin de ce qui se passe là, il peut manquer quelque chose. Un truc qui me choque par exemple, c'est l'idée du divertissement. Quand les gens ont besoin de se reposer, ils se divertissent. C'est drôle comme idée quand on y pense. Parce que c'est... Pourquoi se divertir et de quoi en fait? De soi en général. Parce que tu vois, il me semble que autant il y a des arts qui nous ramènent à nous-mêmes, autant il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées aujourd'hui qui sont du pur divertissement, qui nous éloignent de nous-mêmes en fait. Ça nous divertit notre intériorité. Et à force de faire ça, on voit des personnes qui se perdent en fait aussi dans cette quête de divertissement. Et à petite dose, ça peut être très beau et ça peut être très chouette, mais à grande dose, il manque quelque chose. Et il me semble que ça donne des... Et on en voit beaucoup dans les cabinets de consultation, des gens qui ont plus l'impression de ne plus avoir de sens dans ce qu'ils font, de ne pas savoir pourquoi ils vivent tout ça. Il y a une sorte de... Il y a un manque de sacré parfois, il y a un manque de repères aussi parfois. Et c'est vrai que c'était cette vieille idée de Nietzsche, quoi, depuis que Dieu est mort, c'est-à-dire depuis le mystère, il y a aussi un désespoir qui peut en sortir. Mais il me semble que l'étape suivante, c'est peut-être de se dire, la réponse, elle n'est pas dans des choses toutes faites, elle est dans quelque chose que chacun peut trouver. Et si chacun fait ce trajet-là, j'ai l'impression que notre société, elle peut commencer à prendre une autre tournure, en fait, où on peut être plus attentif à l'autre, où on peut être plus attentif à soi, où on peut forger quelque chose qui a du sens sur le long terme, où on peut même penser au long terme, ce qu'aujourd'hui on fait très peu. Ouais, il me semble que c'est un changement de société. Il y a plusieurs époques, des gens se sont dit, avec des états de conscience différents, on va changer le monde. Ça, pour l'instant, ça a quelquefois été au bord de marché, mais peut-être aussi quelquefois avec des visions un peu excessives. Mais j'évoquais tout à l'heure un personnage que j'aime beaucoup, qui est Aldous Huxley, par exemple, qui a une histoire assez étonnante. Il a écrit Le meilleur des mondes en se disant ça va faire un choc pour que les gens essaient de comprendre qu'en fait on va vers une société qui nous déshumanise. Et puis il a écrit quelques années après Le retour au meilleur des mondes en disant ce que j'ai écrit c'était de la science-fiction, mais 10 ans après c'est devenu vrai. Et donc il essayait de parler de ses états de conscience avec l'idée qu'on pouvait peut-être changer ce qui était en train de se passer dans notre société. Il me semble que s'il était vivant aujourd'hui, il serait très effrayé par le fait que son roman n'est plus de la science-fiction, mais quelque chose qui est même déjà dépassé. Et que la pire vision qu'il pouvait imaginer à une époque, finalement, on l'a joyeusement intégrée. Mais justement parce qu'à mon avis, il y a une fermeture sur tout ça. En même temps, j'ai l'impression, c'est la vision peut-être plus optimiste, mais qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, que cette recherche elle commence à être nommée, et qu'on commence à avoir des outils qui reviennent pour satisfaire cette soif-là. Donc j'espère que ça va continuer et s'étendre. On en parlait tout à l'heure, un des outils aujourd'hui qui se répand, en tout cas en Occident, auquel on réaccède, c'est la méditation, oui, pour revenir à soi, etc. Et tu me partageais que finalement l'auto-hypnose pouvait aussi prendre une place dans ces pratiques-là. Donc c'est finalement, quand on partage cette vision, qu'elle soit individuelle ou collective, je pense que l'humanité, l'humain, chacun tend vers ça. Oui. Et en même temps, c'est très simple à mettre en place dans son quotidien. Ça peut passer par ça aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est des choses, quelquefois, on n'est pas obligé d'être immobile dans une pièce au calme pour pratiquer ces choses-là. Ça peut être à n'importe quel instant, ça peut être en étant attentif à soi, ça peut être en observant ses états de conscience, ça peut être sur un trajet quotidien. C'est vrai qu'auto-hypnose et méditation, il y a pas mal de points communs. Il y a aussi des différences, mais qui sont surtout des différences culturelles. La méditation nous vient de cultures qui sont assez différentes de la nôtre. Et l'auto-hypnose, il me semble, vient de notre culture, en fait. Donc avec des réponses et des questionnements qui sont un peu spécifiques. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand les gens découvrent ça, quand ils se disent que finalement c'est juste une manière de penser, une manière de regarder les choses, et que ça commence juste avec ça. Donc c'est très, très fluide. C'est beau. Super. Mais merci à toi, surtout. Merci beaucoup, c'est chouette.